Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Vous savez, cette radio qui vous permet justement d'avoir des clés, des dizaines de clés autour du développement personnel. Il y a aussi bien évidemment le magazine qui est sorti. Et là, on va avoir une personne de qualité pour cette émission particulière, Livre à lire. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alex. Alors j'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Giroux. Stéphanie Giroux qui sort son livre qui s'appelle L'alchimie interculturelle. Alors, Stéphanie, avant de parler de ton livre plus en détail, on va juste parler de toi. Qui es-tu, Stéphanie? Une personne un peu polyvalente, je crois. Je suis une experte en transformation, en gestion du changement. Donc, j'offre des conférences, des séminaires, des ateliers en gestion de changement dans les entreprises et les organisations qui vivent, dans le fond, des transformations actuellement. Et ça m'a amené à travailler sur des projets internationaux, à voyager beaucoup aussi, qui est une passion extrême pour moi. Donc, ça, c'est la portion plus professionnelle, plus extérieure, mais je suis aussi une personne qui est très curieuse et aventurière de ma propre conscience de moi, de connaissance de moi, mais pas juste moi, mais du soi. Là, et ça se transpose aussi au niveau de mon intérêt pour les autres. Donc, ce besoin de me comprendre et de comprendre les autres pour mieux s'harmoniser ensemble. Ce livre, ça fait un bout de temps que tu es dessus. Hein. Il y en a d'ailleurs plusieurs, hein, mais on ne va pas parler des autres, on va parler juste de celui-ci. Ça fait un bout de temps que tu es dessus, tu as hésité beaucoup à le sortir. J'aimerais savoir, ce livre, pourquoi tu l'as écrit? Bien, je l'ai écrit c'est une pulsion. Vraiment, au départ, j'avais envie de partager mes aventures de vie, mais de grande voyageuse, mais c'était pas aussi simple que ça. On peut dire, bon, elle part en cavale et tout ça, mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'était vraiment très imbriqué avec qui je suis et comment j'ai vécu mon enfance, comment j'ai grandi, puis toutes les références culturelles que j'ai vécues ont fait la façon dont j'ai apprécié les voyages que j'ai faits aussi. Donc, pour écrire le livre, je me suis aperçue que c'était pas si simple que ça. Je ne pouvais pas juste sortir 10 thèmes comme j'avais fait au départ pour réaliser que finalement, j'avais vraiment une histoire à raconter qui partait de mon début de vie. Parce que le grand voyage commence dans notre début de vie. Puis, donc, j'ai commencé à écrire. Puis quand je suis venue pour dire, OK, là, j'ai une version, je vais sortir, la première version devait s'appeler « Tabous, préjugés et peurs des autres cultures ». Mais là, il est arrivé plein d'événements mondiaux, traumatisants, et je me suis mis à avoir peur de sortir mon livre. Parce qu'il y a eu les attentats à Paris, Charlie Hebdo, donc j'étais prêt à le sortir, Charlie Hebdo est arrivé. Après ça, j'ai repris mon courage, là, il est arrivé le Bataclan. Après ça, chaque fois que j'avais le courage, puis je me disais, OK, là, j'ai fini, je vais le sortir, mais là, la panique me prenait parce qu'il arrivait des événements dans le monde qui disaient, bien, c'est encore plus important que tu le sortes, mais c'était encore plus épeurant de le sortir. Donc, plus ça allait, plus ça bâtissait cette espèce de dualité-là en moi qui était, on en a besoin, mais si tu le sors, tu vas être comme une cible puis ça peut amener, je veux dire, j'avais peur de porter ça, j'avais moi-même des tabous, des peurs et des préjugés face à ma propre opinion, à ma propre expérience et à l'ouverture que je voulais amener, à ce message-là qui était vraiment en sens contraire de ce qu'on entendait dans les médias, dans ce que les gens vivaient. Et j'avais peur que ça paraisse comme un manque de respect au départ, bizarrement. De la peine puis de la peur que les gens vivaient. Puis en même temps, c'était un peu mon sentiment que je pouvais apporter une réponse à ça, puis quelque chose pour du long terme. Donc c'est sûr qu'en situation de crise, sortir un livre comme ça, ça donne l'impression que je ne suis pas connectée avec la réalité. Mais un coup que les crises sont passées, je pense que les gens veulent comprendre
Je pense que les gens veulent aller plus loin. Puis ils veulent peut-être rentrer dans un mode plus de prévention, plus de préparation, plus de « OK, j'aimerais ça mieux comprendre pour éviter que ça se reproduise peut-être. » C'est un livre quand même pas mal, qui peut être polémique. J'ai employé ce terme-là, parce que c'est vrai qu'avec la situation mondiale que l'on vit, on parle d'amour, en fait, quelque part dans ton livre, l'amour de l'autre, sans préjugé aucun. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai parcouru, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très percutantes. Il y a différentes sections, et dans la section « L'alchimie appliquée aux cultures », il y a une réflexion personnelle qui m'a particulièrement interpellé. Je vais me permettre de la lire en essayant de ne pas bafouiller. Alors, pour transformer le plomb en or, l'alchimiste applique des normes physiques, avec un optimisme quasi irrationnel, voire mystique. Il est probablement aussi utopique de vouloir transformer la complexité de l'humanité conflictuelle en une humanité de paix. C'est une sacrée réflexion, ça, parce qu'on le voit bien dans le monde dans lequel on vit. La paix, c'est pas trop l'objectif, on va dire. On le sent pas, Ouais. C'est beaucoup les jeux de pouvoir, c'est beaucoup la surconsommation, c'est des intérêts financiers, personnels, de pouvoir, ou des intérêts politiques. À un moment donné, en tant qu'humain, parce qu'on est tous humains, à ce que je sache, quand on est seul avec notre individualité, on se dit OK, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour notre humanité, là, tu sais? Parce que moi, je sens que je suis un membre de cette humanité-là et que chacune des personnes en est une aussi. Dans le fond, la référence à l'alchimie, moi j'ai étudié en chimie à un moment donné. J'ai un côté scientifique, j'ai un côté très rationnel. Même les gens m'ont appelé beaucoup la machine parce que j'étais une personne très rationnelle qui faisait des analyses, des plans, je gérais, je livrais, je le suis encore, mais maintenant j'ai un peu plus de nuances. Ce côté-là, pour moi, d'écrire un livre, je ne peux pas juste l'écrire en fleurs bleues. Il fallait que je mette un peu d'appui, pas théorique, mais des réflexions un peu avec du recul, un peu d'analyse, mais juste pour essayer de comprendre, puis dire, OK, si donc, il y a l'aspect, c'est ça, comme scientifique, disons, de l'alchimie, mais j'ai un côté extrêmement spirituel, un peu ésotérique, même par bout. Et là, je me dis, ben OK, j'ai tout le temps le besoin d'aller au-delà de la conscience du premier degré. J'ai toujours besoin d'aller plus loin. Ce côté-là est plus mystique. Puis, ce que je réalise, dans le fond, c'est que oui, je suis idéaliste. Je suis une idéaliste pragmatique, ce qui ne fait pas de sens non plus, mais c'est ça. Ce qui permet d'avancer. Ce qui permet d'avancer. C'est ça. Donc, idéaliste, mais OK, qu'est-ce que je peux faire concrètement maintenant? Quel est le petit pas? La pensée, comment je peux mieux gérer mes émotions, comment je peux mieux interagir avec les autres, concrètement aujourd'hui. Puis c'est un peu... il y a des grandes réflexions là-dedans, beaucoup de recul, mais en même temps, le but, c'est de rendre ça accessible au quotidien. Vraiment. Le but du livre, c'est quand on a fini ce livre-là, on réalise qu'au quotidien, on peut faire une différence. J'aime beaucoup justement ce côté pratico-pratique de ce livre. Et dans ce livre, il y a deux sections principales. La première, en effet, ça concerne tout ce qui est l'alchimie, avec l'empreinte d'origine, on va y revenir. La deuxième partie, c'est l'empreinte étrangère. Là, il y a beaucoup de voyages. Sur cette première partie, il y a différentes phases, il y a quatre phases. Apprivoiser son inconscient, élargir ma conscience de soi, lâcher les limites du vieux moi, et ça on va y revenir, et vivre et interagir en tant que soi. Sur cette troisième phase, lâcher les limites du vieux moi, qu'est-ce qui nous limite? Il y a une phrase que tu abordes, ça a été aussi une réflexion. Je suis pro-humain, et ce, peu importe les croyances de l'individu devant moi.
Alors, vous l'aurez compris, on est dans un hôtel. Il y a un peu de passage, donc il y a un peu de bruit. Je vais me permettre juste de relire cette phrase. Puis, je vous laisse un petit peu y réfléchir. Je suis pro-humain, et ce, peu importe les croyances de l'individu devant moi. Je trouve que cette phrase-là est vraiment très très belle et empreinte d'une grande ouverture. Oui. Ben, la première personne, dans le fond, pour laquelle on doit être humain, puis on doit être en ouverture et sans préjugés, ben, c'est nous-mêmes. Puis moi, ce que j'ai réalisé dans lâcher les limites, dans le fond, les plus grandes limites que nous avons, c'est celle de nos perceptions par rapport à nous-mêmes, des jugements qu'on a envers nous-mêmes, ceux qu'on achète parce qu'on entend des choses, puis on dit c'est vrai que je suis comme ça, puis finalement on va se limiter, on va développer des croyances qui vont devenir des pensées, puis des façons d'être qui nous sont même pas propres. Parce que, donc, la première chose, c'est d'être pro-humain face à nous-mêmes. Si on réussit à avoir cette ouverture-là et cette tolérance-là envers nous-mêmes et ce qu'on est vraiment, ça va permettre d'être comme ça avec les autres aussi. C'est impossible d'être humain, d'être en ouverture, de ne pas avoir de préjugés si on n'en a pas, premièrement, envers nous-mêmes. Puis moi, j'ai réalisé que j'en ai acheté. J'en ai acheté des préjugés pendant longtemps, qui m'ont limité. Et c'est ça, je pense, la première réflexion à faire, c'est quand on sent monter une réaction, une émotion ou une intolérance face aux autres, bien, il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous. Puis souvent, on va tout de suite mettre ça sur le dos de l'autre, de sa différence. Mais souvent, c'est qu'on a quelque chose à comprendre en nous. Puis quand on l'a compris, bien, on voit que tout se passe en nous, dans le fond. Ouais. D'être pro-humain, bien, c'est ça. C'est premièrement vis-à-vis soi, mais d'avoir aussi toute une belle ouverture par rapport aux autres. Peu importe la religion des gens. Puis moi, j'ai été exposée, puis ce qui est intéressant, je pense, dans mes expériences dans la partie de l'empreinte étrangère, c'est que j'ai été exposée à d'autres cultures, à des gens avec... Des fois, il y avait de la dissonance par rapport aux religions. Là. Autant une famille catholique polygame, quelque part, on se dit ça se peut pas. On va y revenir justement à cette partie-là. C'est bon. On ne va pas l'aborder tout de suite parce qu'il y a beaucoup à dire justement sur cette partie-là. Et en effet, il y a toute une expérience que tu as acquise à ce moment-là. Je vais juste revenir sur la partie alchimiste. La quatrième phase, pour moi, correspond en fait au papillon qui sort de sa chrysalide. C'est vraiment quelque part plus loin naissance. Comment tu vois toi justement comment est-ce que tu l'as réalisé justement cette quatrième phase? Mais la quatrième phase, c'est dans le fond, souvent, bon, on grandit. Notre enfance, notre adolescence, là, on se rebelle, on s'affirme de plus en plus, on arrive jeune adulte et là, on fait face à l'adversité, c'est là qu'on se libère, dans le fond, de nos limites et tout ça, pour arriver à un certain moment, comme adulte, dire, ben voilà, c'est cette personne-là que je suis et je m'affirme, je m'assume dans ce que je suis. Dans le fond, c'est que moi, j'ai fait des choix. J'étais monoparentale. Je suis retournée aux études. J'ai débuté une carrière. Mais tout ça, c'était mes choix à moi en tant qu'adulte, en tant que personne assumée. Ce qui était un peu à contre-courant des pressions sociales que j'avais quand même. Donc, souvent, c'est ça. C'est comme le moment où on sent qu'on devient un adulte, finalement, là, puis qu'on s'assume en tant qu'adulte. Et dans notre profession, dans notre vie personnelle, dans nos activités, dans notre personnalité, on sent qu'on est plus assumé. Donc, j'aime bien justement cette partie. Et puis dans ces 4 phases d'alchimie, tu abordes avec « je suis l'apprenti alchimiste ». Et j'aime beaucoup comment ça s'approche, comment ça s'aborde. Puis il y a vraiment, en fait, c'est graduel, c'est des étapes. Et puis dedans, tu donnes quand même des clés.
Oui. Puis dans le fond, c'est ça, l'inspiration du processus alchimique en 4 phases, ça vient de mon ami Carl Gustav Jung, qui est malheureusement décédé, mais ouais. c'est un grand penseur qui m'a beaucoup influencé, non seulement pour ce qu'il apporte au niveau de la psychologie, mais aussi de l'inconscient collectif, puis des archétypes. Il est allé très, très loin dans ses réflexions. Et d'ailleurs, le titre du livre a changé à cause de lui, parce que je voyais l'alchimie, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé Alchimie et psychologie de Carl Gustav Jung. Et là, j'ai découvert le processus d'individuation, puis j'ai réalisé en l'analysant que ça représentait des blocs de ma vie. C'est comme ça que l'inspiration est venue de faire les 4 phases d'alchimie. Et de voir vraiment par rapport à mon développement, mes prises de conscience personnelles, et aussi les prises de conscience de notre rapport à l'autre. Parce que dans chacune des phases, selon où on est rendu nous, bien, on va interagir d'une certaine façon avec les gens. Fait qu'il y a des invitations justement avec des clés, des outils, un peu tout le long, de comprendre, dans le fond, comment l'environnement, notre perception de l'environnement va venir nous influencer. Comment les différentes dimensions culturelles, comment on se positionne par rapport aux différentes dimensions culturelles. Le fait de faire cette réflexion-là nous permet vraiment de mieux comprendre notre mécanique à nous. Puis après ça, on comprend mieux qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre, finalement. En effet, c'est tout un apprentissage. Donc cette première partie où justement on apprend à se connaître et puis vraiment on se découvre quelque part jusqu'à un moment où on se chrysalide, on passe du ver au papillon. C'est vraiment de belles prises de conscience. Ça, c'est la partie numéro 1. Puis la partie numéro 2, qui s'appelle tout simplement l'empreinte étrangère, fait appel à beaucoup d'expériences que tu as vécues dans différents pays. Des expériences fort intéressantes. Tu as connu différentes choses. Je ne sais pas si on va les aborder. Mais tu as voyagé dans énormément de pays. Alors la Suisse, la Hollande, le Cameroun, l'Algérie, Amsterdam, les États-Unis avec New York, Californie, l'Inde, le Mexique, le Mali, enfin bref. Beaucoup de cultures différentes et d'approches différentes. On a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Et puis tu abordes dans cette partie-là d'un moment marquant de ta vie qui est le choc culturel qui a changé ta vie. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce qu'on laisse découvrir ça Bien, moi, c'est sûr que j'aimerais ça le laisser découvrir aux lecteurs parce que je suis certain que quand ils vont arriver là, ils vont avoir beaucoup de préjugés. Ouais. Ils vont vivre beaucoup ils vont être confrontés à ce que je vis. Parce que moi, j'essaie d'amener le lecteur, il m'accompagne dans le fond dans la lecture du livre. J'ai eu beaucoup de commentaires à l'effet que c'est comme si les gens étaient avec moi, puis des fois, ils ne sont pas d'accord avec mes décisions, mais ils sont pognés parce qu'ils m'observent. Et je veux les laisser vivre cette expérience-là avec tout ce que ça peut amener comme émotion. Alors, on va laisser le découvrir au niveau des lecteurs, donc les amis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par contre, parle-nous un petit peu de ton expérience interculturelle, des pays que tu as voyagé, dans lesquels tu as voyagé, et puis ce que tu as pu découvrir par rapport justement aux différences culturelles. Tu parlais de catholiques polygames, ce qui est quand même assez quelque part surprenant. Oui, c'est ça. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. Moi non plus. Je me questionne même si le pape est au courant. Mais oui. Sérieux. Non, c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai eu... c'était en 2003 que j'étais allée au Cameroun. C'était mon premier voyage en Afrique. Puis j'ai vécu tellement de choses que je m'attendais pas. Tu sais, moi, l'Afrique, c'est un peu comme... on a un côté un peu romantique avec l'Afrique. Tu sais, on se dit, je vais aller en Afrique, puis je vais vivre... tu sais, on s'imagine des choses. Puis quand on arrive là-bas, la réalité est tout autre. Différente. Puis c'est ça, quand je suis débarquée, c'était chez le frère d'un de mes amis. Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il était polygame. Et donc, j'arrive chez la 3e femme, puis avec les 15 enfants des 3 femmes, c'était l'été. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, j'ai rencontré les 3 femmes. J'ai vécu avec eux pendant un mois de temps. Puis, c'est ça, à un moment donné, on s'est retrouvés à l'église à chanter le gospel, tout ça. Okay. C'était catholique, mais là, dans ma tête, je me disais, c'est parce que les catholiques sont pas polygames, là. Ça marche pas, là. Et qu'il y a eu comme des événements comme ça, ou qui ont fait que
je me disais, OK, il y a des incohérences dans la vie, là. Il faut s'ouvrir, essayer de comprendre, parce que ces gens-là, ils étaient vraiment pratiquants, là. Mais leur tradition faisait que c'était possible de cohabiter entre la tradition et la religion. C'est un point de vue intéressant. Ouais. Parce que partout, il y a des traditions partout, il y a des rituels, ou il y a des religions. Là-bas, au Cameroun, il y a 250 tribus à peu près différentes, avec des langues différentes, avec des pratiques différentes aussi. Donc, ça amène une ouverture à, mon Dieu, ça peut être complexe, là. Et par rapport au Cameroun, donc à l'Afrique noire, tu as vécu aussi en Afrique du Nord, qui est aussi une autre culture, puis l'Inde. C'est quoi toutes ces différences de culture? Et puis, après, ma deuxième question, ça va être, c'est quoi le point commun entre toutes ces cultures? Mais dans le fond, ce que j'ai aimé de voyager, c'est que non seulement, ben c'est ça, on découvre d'autres façons de penser, de vivre, de pratiquer sa foi ou l'éducation de la famille. Mais en même temps, j'avais à l'université fait un cours gestion internationale et culture où j'avais appris les dimensions culturelles. Puis j'avais vu les distinctions et tout ça. Donc, à chaque fois que je voyageais, quand je comprenais pas, je me mettais à réfléchir, OK, qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? Tu sais, par rapport au rapport homme-femme, c'est quoi qui me dérange là-dedans? Le rapport à l'autorité, c'est quoi qui me dérange là-dedans? Il y a des gens qui peuvent vivre dans une ambiguïté très, très grande, d'autres pas du tout. Il y a aussi, une des choses qu'on voit beaucoup, c'est le côté individualiste versus collectiviste. Souvent, les gens de d'autres, par exemple d'Afrique, vont être plus collectivistes. Puis j'avais vécu d'ailleurs à l'université une situation qui m'avait beaucoup marqué sur cette différence-là. Donc toutes ces distinctions-là expliquent beaucoup de comportements, expliquent beaucoup de façons, de réactions qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir face à lui. Donc il y a aussi le rapport aux libertés individuelles qui peut, tu sais, nous on peut dire, ben on peut avoir des campings naturistes ici, alors que d'autres vont porter le burkini. Quand j'étais en Inde, j'ai vu le monokini au burkini sur la plage. Et tout le monde cohabitait à Goa. J'ai trouvé ça merveilleux. Je me disais, ben ça se peut. Du monokini au burkini. Donc, ça a été de vivre les contrastes, de vivre les différences, mais ultimement, d'un rapport un à un ou de rapport avec un groupe, on est tous humains. Puis on a tous nos origines, nos programmations mentales, notre éducation, notre environnement a beaucoup influencé comment on est. Un environnement plus hostile va amener beaucoup de mécanismes de protection, beaucoup de besoins de sécurité. Alors qu'un environnement plus favorable va ouvrir à la souplesse, mais aussi à la liberté. Donc, ces pôles-là de besoin de sécurité versus liberté, on les voit dans les différentes sociétés. C'est les deux grands pôles que je vois aussi là, par rapport aux dimensions culturelles. Bien, par rapport, même qu'on vienne de la campagne ou de la ville, on n'aura pas les mêmes dimensions. Même dans une même famille, tu peux avoir des gens qui vont être qui vont appliquer certaines dimensions d'une façon et les autres. Il y en a, par exemple, on peut avoir un frère ou une sœur qui est beaucoup plus hiérarchique, qui respecte l'autorité, puis l'autre qui est complètement rebelle. Cette dimension-là va être différente, puis on est dans la même maison, là. Donc, moi, je me dis, si on le ramène au niveau de l'individu, on peut être surpris comment ça peut ouvrir des portes. J'aime bien en effet ce point où le point commun, c'est justement qu'on est humain quelque part. Oui. Peu importe d'ailleurs sa couleur, on a tous la même couleur de sang. Sur le dernier point qu'on va aborder, c'est la conclusion de ton livre. Et la conclusion de ton livre, tu fais là aussi une prise de conscience, donc je vais me permettre de la lire puisque je l'ai notée. Nous sommes tous différents et uniques individuellement, c'est ce que tu venais de dire à l'instant. Mais nous sommes tous un, nous, cette étrange humanité habitant la planète. La paix sur la Terre ne peut arriver qu'à sa plus simple expression à partir du moi, qui prend contact avec le vrai soi.
dans mon rapport à l'autre, démultiplié par tout un chacun de nous. Une belle phrase où on reprend un petit peu le soi, le moi, et puis on s'aperçoit qu'en fait, on est unique, mais en fait dans un ensemble. On est tous interconnectés. Je veux dire, on est comme cette grosse espèce sur la planète. Et c'est assez particulier de voir à quel point il peut y avoir du conflit, de la destruction et tout ça. Puis il y a des choses qu'on n'a tellement pas le contrôle. Puis je pense que les gens qui vont écouter probablement cette émission-là ou qui vont lire mon livre ou qui ont de l'intérêt pour l'humain, ils cherchent la paix. Ils cherchent des moyens concrets d'aller vers la paix. Puis moi, c'est ma croyance fondamentale, c'est que ça part de chacun de nous. C'est pas les institutions, c'est pas l'extérieur qui va faire la paix. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Puis je nous sens interconnectés parce qu'on fait partie de la même espèce, mais on fait partie aussi de tous les êtres vivants qui sont sur la planète, là. Donc c'est vraiment, peu importe ce qu'on va dire, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Puis on est tous interconnectés, là, parce que si on détruit tout, on n'aura plus rien. Puis c'est l'humanité qui va se briser, puis la Terre, elle va se régénérer, puis il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Donc, je pense qu'il faut être un peu solidaire aussi par rapport à ça. Mais pour moi, c'est ça. On est tous uniques, oui. Puis je pense que c'est ça, le processus d'individuation, le processus alchimique, c'est de trouver cette individualité-là, puis de connecter à ça pour être capable de s'ouvrir et de connecter à l'autre. Puis l'autre, ben, il fait partie d'un tout, le même tout dans lequel on fait partie. Donc, c'est un peu philosophique peut-être, là, mais c'est comme ça que je le sens. Ouais. Non, et puis c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus, hein, c'est une prise de conscience, et puis la Terre en effet, et puis les personnes deviennent de plus en plus conscientes que nous faisons partie d'un tout, et qu'en effet il est peut-être temps d'en prendre vraiment conscience avant que la planète nous balaye. Oui, parce qu'elle va faire ce qu'elle a à faire. Voilà, elle va faire ce qu'elle a à faire, et puis nous, on est quelques petites poussières. Stéphanie, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais savoir déjà ton actualité dans les semaines à venir, parce que la sortie de ton livre là est présentement faite, là, elle est en cours. Il y a des salons de livres à venir. Est-ce que tu pourrais me donner les dates? Le 19 novembre, je vais être au Salon du livre de Montréal. Le Salon du livre de Québec, c'est juste en mars, mais c'est pas grave. Je vais être là quand même. Puis, donc, 19 novembre, le Salon du livre de Montréal, de 9h à 13h, que je vais être là-bas. Le 22 novembre, je lance le livre à Montréal. Donc, les détails vont venir à travers les médias sociaux et mon site web. Et j'ai un autre lancement que je fais à Facette, dans mon village où j'ai passé mon enfance. Donc, je suis partie de là à 6 ans. Et je suis allée vivre dans la grande ville après, mais je vais faire mon lancement là-bas. J'ai vraiment hâte. Je trouve ça vient vraiment me chercher profond. Je vais avoir un lancement à Québec aussi. Donc ça aussi, ça va tout être annoncé là, sur mon site web et dans mes médias sociaux. Là. Justement, ton site web, l'adresse, parce qu'on peut aussi préacheter le livre. Oui, on peut le réserver pour l'instant. Ouais. Donc, c'est stéphaniegiroux.com. Puis, vous cliquez sur l'image du livre et vous pouvez aller vous inscrire. Comme ça, vous allez avoir tous les renseignements de comment l'acheter ou vous pouvez venir me rencontrer. Parce que les lancements, je vais les faire dans plusieurs villes. Mais la formule, ça va être des conférences-causeries parce que je veux ouvrir la discussion. Je veux ouvrir la discussion. Je veux pas que ça soit... je suis pas une experte, je suis une apprentie alchimiste interculturelle. Et je veux en discuter pour avoir, vous aussi, votre opinion en tant qu'apprenti alchimiste de votre côté. Donc... Stéphanie, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. On a déjà donné ton site web. Tu peux le redonner? Oui, stéphaniegiroux.com. Voilà. Et puis on peut te retrouver aussi sur Facebook, juste en tapant Stéphanie Giroux. Oui, Stéphanie Giroux. Puis il y a aussi la page de mon livre qui est l'alchimie interculturelle, donc directement. Directement dessus. Okay. Stéphanie, merci beaucoup. À tous, on se retrouve pour une prochaine émission sur Radio Clé de Vie. Si vous avez raté le début de cette émission, vous avez la possibilité bien évidemment de la réécouter.
soit en audio, soit en vidéo, sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi bien évidemment le magazine dans lequel le livre va apparaître dedans. À tous, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore à toi Stéphanie. Merci Alexandre. Et puis à très bientôt. Bye bye.